Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons donc étudier la propagation d'un signal le long d'une ligne de transmission électrique. Donc la situation type étudiée, c'est celle qui est présentée sur le schéma. Ici, vous avez un générateur de tension réel, donc qui est un générateur de tension sinusoïdale, par exemple alternative, c'est pour ça qu'on va utiliser des complexes. Avec ça, du coup, la tension à vide ici du générateur de tension. Et ici, vous avez donc l'impédance interne, l'impédance de sortie du générateur de tension. Ensuite, vous avez la ligne de transmission, donc en gros le câble qui va transmettre ce signal. Et en bout de câble, en bout de ligne de transmission, vous avez une impédance qu'on appelle l'impédance de charge en bout de ligne, qu'ici je nomme ZU. On fera juste attention à une chose, c'est que, vous voyez, il y a des impédances qui sont soulignées, d'autres qui ne le sont pas ici. Donc, en fait, quand je souligne l'impédance, c'est que je parle bien d'impédance complexe, et quand je ne la souligne plus, c'est que je prends le module en fait de l'impédance complexe. Et du coup, la ligne de transmission ici, elle a une impédance du coup qu'on va appeler l'impédance caractéristique qu'on nomme ZC. Et du coup, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on a besoin de prendre en compte justement les phénomènes de propagation le long de cette ligne? On peut déjà comprendre que ça peut du coup dépendre de la longueur de la ligne de transmission. Donc ici, la ligne de transmission a une longueur grand L, et la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que la tension au début de cette ligne de transmission, donc la tension que j'appelle U0 à l'instant T, elle est identique à la tension en un point quelconque de la ligne de transmission ou à l'autre extrémité de la ligne de transmission. Et du coup, ce que je vous disais, c'est qu'on peut rapidement comprendre que ça va dépendre de la longueur de cette ligne de transmission. C'est-à-dire, jusqu'à présent, nous, on a toujours supposé que la tension au début de la ligne, ou en un point quelconque de la ligne, ou à l'extrémité de la ligne, était toujours identique. C'est-à-dire, si par exemple ici, on passe de 11 à 12 volts, par exemple, eh bien la variation de ce passage de 11 à 12 volts se transmet instantanément en un point X ou en un point L. Donc tous les points passent de 11 à 12 volts ici sur la ligne de transmission. Et on va voir que ce n'est pas tout le temps vrai, et justement, il va falloir prendre en compte cette durée de propagation de cette variation de tension. Et pour la calculer, eh ben, c'est assez simple, on va utiliser la formule que vous connaissez déjà, qui lie en fait la durée de la propagation, delta t, à la longueur ici et à la célérité des ondes électromagnétiques. Donc on a ici un onde électromagnétique qui est une transverse ici et qui va se propager de la gauche vers la droite. On suppose que cette célérité, c'est la célérité dans le vide pour pouvoir simplifier les calculs. Donc la première chose dont il faut se rendre compte, c'est que ici, si on fait varier la tension en l'extrémité gauche de la ligne de transmission, en passant par exemple de 11 à 12 volts, eh bien en fait cette variation ne va pas se propager instantanément sur l'ensemble de la ligne. Il faudra attendre la durée delta t pour qu'elle arrive justement à l'autre extrémité de la ligne, ici. Et du coup, moi je vais prendre des signaux ici sinusoïdaux alternatifs. Donc ils ont une durée de variation caractéristique qu'on appelle grand T, qui est la période temporelle. Et donc il faut, j'espère que c'est assez logique pour vous, il faut que grand T, la durée de variation du CLC, soit très importante, très grande par rapport à delta T, ici la durée de propagation. Pourquoi? Parce qu'il faut que du coup le signal varie lentement pour que justement l'ensemble des points de la ligne ait le temps de suivre. Donc pour dire les choses autrement, en fait, il faut que le signal qui varie ici en fonction du temps varie lentement pour que les changements justement de tension qui apparaissent ici aient le temps de se propager sur l'ensemble de la ligne ici. Du coup, euh, il faut que cette période, du coup, elle soit très grande, cette période de variation ici, soit très grande devant delta t. Ce qui va nous donner ici, en fait, un petit raisonnement assez logique, c'est si t doit être très grand devant delta t, on sait que t c'est lambda sur c, la période temporelle c'est la période spatiale sur la célérité, on sait que delta t ici, bah, c'est grand L, la longueur de la ligne sur c, on voit que les célérités du coup s'en vont, et ici, il nous reste en fait, il faut que la longueur d'onde, donc de l'onde transverse électromagnétique qu'on envoie ici grâce au générateur, soit très grande devant la longueur ici de la ligne de transmission. Donc on va dire que si lambda est toujours très grande, enfin, pardon, si lambda est très grande devant elle, du coup on dit que l'ARQS est respecté, c'est-à-dire que l'approximation des régimes quasi-stationnaires est respectée, ce qui veut en fait tout simplement veut dire que la tension ici, ici ou ici, en un quelconque point de la ligne, en fait elles sont toutes identiques. Et si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si lambda est plus petit que L ou environ égal à L, et ben du coup la RQS n'est plus vérifiée et donc ça va être le cadre de l'ensemble de notre chapitre 12 ici. En fait, la tension au point x égale 0 ou au point L ou en un point x quelconque ne sont pas identiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir une amplitude ici par exemple de 12 volts, alors qu'ici on va avoir une amplitude de 5 volts et ici une amplitude de 3 volts. Ça sera du coup, le cadre de la RQS ne sera plus respecté ici. Donc pour pouvoir mieux visualiser encore ce qu'est la RQS, je vous rappelle, l'approximation des régimes quasi-stationnaires, il faut que la longueur d'onde
de l'onde créée par le GBF soit très grande devant la longueur de la ligne de transmission, je vous propose de faire une petite analogie avec la corde. Ici, le GBF a pour système analogue, ici, ce système qui est ici, qui permet de créer justement une excitation sinusoïdale alternative de la hauteur du point extrême gauche de la corde. Ça va créer ici, du coup, une onde progressive plane harmonique qui va se propager vers la droite. Et du coup, la corde est l'équivalent de l'analogue de la ligne de transmission. Et donc, j'ai pris une photo à l'instant t. Comme tout à l'heure, j'avais U0 de t, UX de t et UL de t. Vous voyez, donc on a pris une photo à l'instant t. Et la question que je vous pose, c'est quelle est la longueur qui nous permet d'avoir la condition, c'est-à-dire la hauteur de la corde en point x égale 0 ou en point x, ou en point x égale L. Du coup, à quelles conditions toutes ces hauteurs sont égales? C'est exactement la même chose que tout à l'heure, si vous posez la question, sur quelles conditions de L on a la tension en x égale 0 ou en x égale L, la tension du coup qui est identique. Ici, du coup, eh bien, on voit déjà, première chose, que si on prend toute la longueur de la corde, ici, donc qui va jusqu'à peu près aller 7 cm et demi, on voit bien que la hauteur, par exemple, en ce point-là, n'est pas identique à la hauteur en ce point-là ou en ce point-là. Donc déjà, la condition n'est pas respectée. Par contre, si maintenant on se focalise, par exemple, sur cette partie-là uniquement de la corde, c'est-à-dire que grand L, en fait, c'est cette longueur ici, et bien on voit qu'on peut imaginer que la hauteur ici, en, quelques, en tous les points de la corde, est quasiment identique. Donc en fait ici, on voit bien que la longueur d'onde, alors on n'a pas tout à fait une longueur d'onde ici, donc la longueur d'onde ici, c'est la distance pour arriver à peu près jusque-là, on va dire jusqu'à 7 ou 8 cm, et la longueur de la L de la corde ici, eh bien, elle est très petite devant la longueur d'onde de l'onde. Donc pour conclure sur cette analogie, à quelles conditions justement on a la hauteur en tout point de la corde qui est identique? Et bien si justement la longueur d'onde ici de l'onde qui est créée le long de la corde, elle est très grande devant la longueur étudiée de la corde. Donc on retrouve en fait notre approximation des régimes quasi-stationnaires ici, mais en fait appliquée à la corde. Bon, maintenant que ça s'est été dit, comment vous, dans les exercices, vous allez pouvoir savoir s'il faut tenir compte ou non des phénomènes de propagation? Eh ben, en général, on vous donne la longueur de la ligne de la transmission que j'appelle grand L. Il vous suffira alors de calculer lambda. Je vous rappelle que lambda, c'est V fois T ou V sur F, hein. Donc V, c'est la célérité de l'onde en mètres par seconde. T, la période en secondes, ou F, la fréquence en hertz. Et du coup, V, ça va être la célérité des ondes électromagnétiques dans le milieu. Alors, si jamais c'est dans le vide, du coup, vous mettrez C à la place de V. Et si jamais c'est dans un milieu quelconque et on vous l'a fait calculer avant, bah, vous utiliserez du coup la célérité V. Du coup, vous calculez lambda, vous la comparez à L. Si lambda est très grand devant L, eh bien, vous êtes dans le cas de l'approximation des régimes quasi-stationnaires et du coup, vous n'avez pas besoin de tenir compte des phénomènes de propagation. Par contre, et ça sera souvent le cas, si lambda est quasiment égal à L ou inférieur à L, alors du coup, on ne peut plus étudier de façon classique notre système et il va falloir tenir compte des phénomènes de propagation. Ce qui veut dire qu'on ne pourra plus appliquer la loi des nœuds, la loi des mailles, les lois de Kirchhoff en fait, à notre système. Du coup, je vous propose deux petits exemples ici. Le premier exemple, c'est un câble réseau Ethernet ici sur lequel on met un signal sinusoïde alternatif de fréquence 10 MHz et la longueur du câble, c'est 30 mètres. Donc première chose, on vous pose la question si on doit bien sûr tenir compte des phénomènes de propagation. Donc la première chose à faire, comme je viens de vous le dire, c'est de calculer C sur F ici, avec C, du coup, la célérité dans le vide, hein, vu qu'on ne précise pas de milieu, je vais faire dans le vide ici. Et du coup, notre petit calcul, on va aboutir à 30 mètres. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve que la longueur d'onde, du coup, bah, ça correspond quasiment pile poil à la longueur du câble. C'est-à-dire qu'ici, eh ben, lambda, c'est environ égal à L, donc il va falloir tenir compte des phénomènes de propagation. Deuxième chose maintenant, deuxième exemple, si maintenant on utilise le transport du signal EDF, qui est un signal sinusoïdal alternatif à une fréquence 50 Hz, sur 1000 km, ce qui correspond à peu près à la distance nord-sud de la France. On se pose la question, est-ce qu'on doit tenir compte des phénomènes de propagation? Et bien si on fait le calcul, du coup, eh bien, on va trouver ici que la longueur d'onde, c'est 6000 km. Et on se rend compte que lambda, du coup, est très grande devant L. Donc ici, on n'a pas besoin de tenir compte des phénomènes de propagation, car la RQS est respectée. Ce résultat, dans le deuxième exemple, est complètement contre-intuitif, parce qu'on aurait pu croire que sur 1000 km, justement, on aurait eu besoin de prendre en compte justement les phénomènes de propagation. Or, comme la fréquence est faible du signal, on n'en a pas vraiment besoin ici, et du coup, on peut appliquer les lois de Kirchhoff sur le réseau EDF sans trop de problèmes.
Maintenant que ça c'est dit, on va aborder justement la deuxième partie de notre vidéo ici, qui concerne justement les phénomènes de réflexion en bout de ligne. Effectivement, on est toujours dans la même situation, où on a une onde transverse électromagnétique incidente qui va se propager de la gauche vers la droite, et nous, on imagine que si par exemple j'ai un signal sinusoïdal alternatif ici, eh bien je vais obtenir un signal sinusoïdal alternatif identique, mais juste décalé dans le temps, et ce décalage, bah, ça correspond à la durée delta t pour que le signal se propage de la gauche vers la droite ici, c'est-à-dire d'une extrémité à l'autre de la ligne. Et on va voir que ce n'est pas tout le temps le cas, justement, ça va dépendre ici de ce qu'on a en bout de ligne, c'est-à-dire l'impédance de charge en bout de ligne ici, et il va avoir des phénomènes de réflexion de l'onde transverse électromagnétique incidente. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette onde, elle va passer de la ligne de transmission à un autre milieu, et comme pour les ondes sonores, ce qu'on a pu voir dans le chapitre précédent, lorsqu'il y a changement de milieu de propagation, on peut avoir des phénomènes de réflexion des ondes. Et justement, on va vous demander de savoir calculer le coefficient de réflexion des ondes électromagnétiques ici, en bout de ligne. Et du coup, ce coefficient de réflexion, moi je l'appelle ρ, et je précise que c'est en x égale L, donc c'est ρ de L, hein, donc c'est la réflexion qu'il va avoir ici à l'extrémité de la ligne. Eh bien, il va falloir le calculer grâce à cette formule où vous prendrez la valeur de l'impédance en bout de ligne moins la valeur de l'impédance de la ligne de transmission sur la somme des deux. Et si vous avez bien fait votre calcul, ρ doit être compris toujours entre -1 et 1. Donc attention, il peut être négatif. Donc ce que je vous propose ici, c'est justement tout de suite de passer à trois cas particuliers euh, où ρ va avoir des valeurs justement particulières. Ici, le premier cas, c'est en bout de ligne, on a un court-circuit. C'est-à-dire qu'en fait, si je reviens sur ici, là, en fait, vous avez un fil. On a juste un fil, on regarde ce qui se passe. Du coup, bah, si c'est un fil, ça veut dire que son impédance, déjà, eh bien, elle est nulle. Ensuite, on va calculer justement ici le coefficient de réflexion en bout de ligne. Donc, je vous rappelle que ce coefficient de réflexion, c'est donc ZU moins ZC sur ZU plus ZC. Donc, je remplace ici ZU par 0. Je me retrouve avec du moins ZC sur plus ZC, donc en fait moins 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coefficient de réflexion ici, il vaut moins 1. Alors du coup, que veut dire un coefficient de réflexion égal à moins 1 en bout de ligne? Eh bien, si on reprend la ligne ici, justement, donc du coup, si j'envoie un signal sinusoïdal alternatif, du coup, de la gauche vers la droite, hein, il va se propager du coup jusqu'en bout de ligne. Il va avoir un coefficient de réflexion ici, ici on a un fil hein, qui vaut moins 1. Donc du coup, cette onde incidente va créer une onde réfléchie qui va partir dans l'autre sens, qui va se propager dans l'autre sens, avec la même amplitude, mais par contre qui sera en opposition de phase. Si jamais, par exemple, ici, je n'envoie pas un signal sinusoïdal alternatif, mais une impulsion, par exemple de hauteur 5 volts, et ben, ça va créer ici une impulsion de hauteur moins 5 volts qui va se propager dans le sens opposé. Donc du coup, c'est ce qui est écrit dans ce tableau qui récapitule les trois cas importants. Maintenant, autre cas important à savoir retrouver, si en bout de ligne, on a un circuit ouvert, c'est-à-dire qu'à la place de l'impédance, en fait, on a une impédance infinie, c'est-à-dire un interrupteur ouvert. Bah déjà, l'impédance, du coup, ZU en bout de ligne vaut plus l'infini. Et donc, si on calcule ce coefficient de réflexion en bout de ligne, ça va en fait ici aboutir à ZU sur ZU. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui est très grand. Lui est faible forcément, vu que lui c'est quasiment plus l'infini. Donc en fait, lui est négligeable, ZC, l'impédance caractéristique de la ligne, hein, est négligeable par rapport à ZU. Même chose en bas en fait. Donc du coup, on peut enlever les ZC en haut et en bas, et du coup, il nous reste que ZU sur ZU, c'est-à-dire quasiment plus 1. C'est-à-dire que le coefficient de réflexion en bout de ligne vaut plus 1. Donc même chose que tout à l'heure. Donc si j'envoie un signal sinusoïdal alternatif ici, donc ça va créer une onde transverse électromagnétique qui va se propager vers la droite. Et quand on va arriver ici avec un interrupteur ouvert, on va avoir un coefficient de réflexion qui vaut plus 1. Donc ça va générer une onde réfléchie qui va se propager dans le sens inverse, qui aura la même amplitude et qui sera en phase avec l'onde incidente, vu que le coefficient de réflexion vaut plus 1. Voilà pour ça. Et ensuite, si la ligne est adaptée. Alors qu'est-ce que ça veut dire adaptée? En fait, c'est le cas particulier où l'impédance, justement, en bout de ligne, est égale parfaitement à l'impédance caractéristique de la ligne. Donc du coup, le coefficient de réflexion, si on calcule, bah, ça va faire ZU moins ZC, donc ça va faire 0 sur ZU plus ZC. Donc 0 sur quelque chose, de toute façon, ça fait toujours 0. Donc en fait, ici, on n'a pas d'onde réfléchie. Ce qui veut dire qu'en fait, ici, c'est le cas en fait idéal, dont je vais vous reparler dans 2 minutes. L'onde incidente, en fait, quand elle va arriver sur l'impédance qui est en bout de ligne, qui correspond exactement à l'impédance de la ligne de transmission, et ben on ne va pas avoir de réflexion, donc d'onde réfléchie qui va partir vers la gauche, qui va se propager vers la gauche. Donc, que devient l'onde incidente? Bah, tout simplement, en fait, elle est transmise à la charge. Et ça, c'est le cas idéal ici, où en fait, du coup, on obtient ici
pour résumer cette situation, ce qu'on appelle une adaptation d'impédance, c'est-à-dire que l'onde incidente n'est plus réfléchie, elle est transmise à la charge et du coup, en fait, on obtient une onde tout simplement progressive. Donc si on devait visualiser, par exemple, si là on a un signal sinusoïdal alternatif, et du coup, si on veut visualiser le signal sinusoïdal alternatif qu'on va avoir en bout de ligne, eh ben, il sera identique, sauf qu'il sera légèrement décalé dans le temps d'une durée delta t, qui est la durée qui correspond à la durée de la propagation du signal ici. Donc du coup, la ligne adaptée, c'est la situation idéale, c'est le cas où justement l'impédance de charge, ZU, donc en bout de ligne, vaut l'impédance caractéristique de la ligne de transmission. Donc pour résumer, si on veut transmettre un signal généré par un générateur de tension, ici, à travers une ligne de transmission, il faut veiller à ce que la ligne de transmission ait pour impédance caractéristique, ZC, la même valeur que l'impédance qui est en bout de ligne, c'est-à-dire ZU. Si jamais ce n'est pas le cas, on va avoir des phénomènes de réflexion qui vont apparaître justement lorsque l'onde va passer de la ligne de transmission à la charge. Ensuite, il faut aussi savoir du coup à quel moment on va prendre en compte justement ces phénomènes de réflexion et ces phénomènes de propagation, c'est-à-dire en fait à quel moment on est dans le cadre de la RQS ou pas. Voilà pour cette petite vidéo autour du chapitre 12.